Le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce format du Talk Franchise, une émission qui va se consacrer à l'exploration des différents secteurs d'activité, leur état de santé actuel et les opportunités qu'ils offrent aux franchises. Pour cette première, nous allons nous intéresser, donc, comme vous pouvez le voir, au secteur de la boulangerie, un domaine riche en tradition et innovation. Le Talk Franchise. Je suis donc Assia Berima, journaliste pour l'officiel de la franchise. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau donc Jean-Marc Conrad, directeur du pôle franchise de Marie Blachère. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement l'enseigne ? Alors Marie Blachère est née il y a 20 ans maintenant, et donc en 2004. À ce jour, date, c'est 816 boulangeries. On a 15 cafés de Marie et on a 13 000 collaborateurs. Très clair, merci beaucoup Jean-Marc. Je reçois également donc, Emmanuel Decourèges, directeur général de Pôle France depuis cet été. Emmanuel, même question, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'enseigne ? Bonjour. Alors, Paul est une marque familiale depuis 5 générations. On fait donc de la boulangerie et de la restauration boulangère. Et en France, on a 400 magasins, dont les 3/4 sont exploités par des franchisés. Et on fait de la franchise depuis 25 ans. Et puis, il ne faut pas oublier le développement international. On a aussi plus de 400 boutiques. Très clair. Et pour finir, je me tourne donc vers Laurent de la Fontaine, qu'on connaît bien chez l'officiel. Vous êtes consultant franchise et directeur du développement du réseau Feuillette. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors moi, c'est beaucoup plus récent, puisque Jean-François Feuillette a commencé l'enseigne éponyme en 2009 à Blois. Aujourd'hui, on totalise même l'ouverture de Golbet à Épinal avec la 76e unité, donc c'est beaucoup plus petit. La singularité, c'est que par contre, sur les sites, tous les sites qui ont plus d'un an d'existence font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, qui est un peu une différence. Très clair. Encore bienvenue à tous dans cette émission. Donc, le secteur de la boulangerie en France occupe une place importante sur le plan économique et culturel. On estimait ce marché à plus de 15 milliards d'euros en 2023, ce qui reflète l'attachement profond des Français pour les boulangeries, puisqu'il s'agit du premier commerce de proximité en France. Concernant la structure du marché, donc on peut le résumer en 3 catégories. Donc, les boulangeries artisanales indépendantes qui représentent environ 62% des ventes totales, la grande distribution et donc les réseaux de franchise qui sont un peu moins nombreux, mais qui gagnent progressivement du terrain face aux indépendants, notamment grâce aux économies d'échelle ou au marketing, peut-être la communication plus efficace. Pour en parler, je vais me tourner vers les principaux concernés. Peut-être Emmanuel, comment se porte aujourd'hui le marché de la boulangerie ? Alors c'est sûr qu'on fait suite à 3 années qui ont été dans des croissances très fortes, mais qui ont été énormément portées par l'inflation. Parce que si on se met sur un 2021, c'était plus de 15% de croissance. En 2022, on était plutôt sur des 5% et on est sur une perspective en 2024 sur 2%. Donc on voit bien que l'inflation porte le sujet, malheureusement. C'est sûr que les clients aussi vivent ça de manière un peu différente, font des choix. Aujourd'hui, le marché, comme vous l'avez dit, a beaucoup bougé, puisque les marques, les enseignes sur le marché de la boulangerie sont de plus en plus importantes. Pour autant, ça ne représente que 18% des parts de marché. Donc le monde de l'artisanat est encore bien vivant, et les enseignes peuvent apporter une maturité dans un marché qui, lui, commence à se stabiliser. Alors, moi, je suis un peu gêné pour répondre dans le sens où la boulangerie a largement évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un boulanger qui n'ait pas une quiche, un baba au rhum en vitrine. Et on voit que la gamme s'est étoffée. Et le boulanger traditionnel qui s'est cantonné à faire peut-être plus de 80% de son chiffre d'affaires en boulangerie pure, en tout cas, on ne le retrouve pas dans les enseignes, ou alors pas à ma connaissance. C'est le premier constat. Donc, il faudrait peut-être regarder en termes d'évolution, l'évolution du mix produit. Et là, on retrouve les enseignes qui sont présentes ici pour en parler, où la part de snacking, traiteur à la française comme on l'appelle, est assez large. Et j'ai un deuxième commentaire, je trouve, c'est un commentaire particulier, que on voit peut-être plus de nouveaux concepts, mais qualitatifs. C'est-à-dire que les nouveaux concepts que je vois, qui vont aujourd'hui apparaître ou qui sont apparus, on est sur des produits plutôt avec des bonnes matières premières. Je pense à Bohémie, je pense à Lendemain ou d'autres. Alors que tout ce qui va être plutôt cheap, plutôt low cost, plutôt, on va dire, accès au plus grand nombre, j'en vois pas beaucoup la couleur. Donc je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte. Très clair. Quels sont peut-être aujourd'hui les grands enjeux du secteur, Jean-Marc ? Alors les grands enjeux du secteur, en tout cas pour 2025, enfin pour les 3 années qui arrivent, ça va être, je pense qu'on approche et on va rentrer dans une période un petit peu de turbulence, difficile. J'entendais ce matin sur une grande chaîne de télé nationale que le deuxième budget qui était le plus dans lequel les Français
faisait des coupes franches, c'était le snacking, après l'habillement. Donc j'étais très surpris. Mais on sent dans nos magasins quand même que aujourd'hui, et là je rejoins effectivement mon collègue qui dit que il y a un mix produit à voir. Chez Marie Blachère, par exemple, on a globalement 40% de pain. Voilà, on a une grosse dominante. Notre plus gros département, c'est le département pain. Ensuite, c'est le département snacking. Et ensuite, c'est le département sucré. Tout ce qui est viennoiserie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les enjeux de demain, c'est de dire, ça va être la restauration boulangère. Ça va être d'améliorer l'offre. Et il y a des gens qui le font très bien, comme Feuillette le fait très bien, comme Paul le fait très bien, comme Marie Blachère le fait très bien également. Et c'est vrai qu'on renforce ça. On essaye de marier la qualité avec l'offre. C'est vrai que nous sommes une enseigne populaire. Donc on n'est pas une enseigne dite avec des prix qui sont très élevés. On a lancé un menu à 5 €, donc pour rentrer justement un petit peu dans la sphère des étudiants qui ont une enveloppe budgétaire qui est assez limitée. Et c'est vrai qu'on essaye de conserver, et on se bagarre un petit peu tous les jours pour ça, de la qualité, malgré l'offre de prix qui devient de plus en plus compétitive. Et est-ce que pour vous aussi, c'est le principal enjeu aujourd'hui ? L'enjeu, je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. Nous, le mix est un peu différent, puisque ne serait-ce que la baguette tradition, c'est à peine 7% de la valeur du chiffre d'affaires d'une boulangerie Feuillette. La boulangerie, 15%. La viennoiserie, 15%, donc on est à 30%. Et le reste, c'est 40% du traiteur. Et beaucoup, puisque 30% restant, c'est la pâtisserie. Donc notre mix est un peu différent. Pour répondre à votre question, moi je pense que dans les enjeux, on a eu un aperçu assez fort sur l'électricité et les matières premières il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. On n'est pas à l'abri que ça revienne, en particulier sur l'électricité. Et je pense que pour les boulangers, pas forcément nous, puisque j'imagine que tous les grands groupes qui sont aujourd'hui assis ont négocié leur politique tarifaire avec l'énergie, mais le boulanger qui, lui, n'a pas négocié, je pense qu'il va avoir affaire à une nouvelle vague d'augmentation, et ça va être un changement pour lui, je pense. Alors Emmanuel, je me tourne vers vous. Quels sont selon vous les nouveaux comportements d'achat des clients, des consommateurs ? Alors aujourd'hui, je pense que le client, il est de plus en plus paradoxal, puisque d'un côté, il veut de la qualité, il veut un prix, il a des enjeux RSE, il veut du local, j'ai envie de dire... Reste un point, alors chez Paul, on a un peu cet avantage et en même temps cette complexité, c'est qu'on est sur différents territoires. On peut se retrouver dans du centre commercial, on peut se retrouver dans un centre-ville, on peut se retrouver dans des métiers de flux comme en gare. Donc l'enjeu, il est bien évidemment de préserver l'enjeu prix, pour ne pas aller trop loin, mais je pense que le client, dans ses choix, il reste dans un sujet de plaisir. C'est ce que je pense qu'on trouve à travers nos différentes enseignes, et c'est là où le client est de plus en plus attentif sur... un choix, parce qu'on a quand même les matières premières qui continuent à augmenter. On a parlé les derniers points, notamment sur le beurre, le prix du beurre qui augmente largement. Pour autant, je pense qu'on est tous à regarder le sujet de la qualité, tout en préservant le côté plaisir, puisque le client fait des choix de plus en plus radicaux. Donc il faut s'adapter de plus en plus. Si vous me permettez une remarque complémentaire, nous avons des sites qui sont assez importants. On est à peu près à 500 mètres carrés en surface moyenne chez la franchisée. Et pourquoi je dis ça ? C'est qu'on a de plus en plus des boulangeries qui deviennent des lieux de vie. Un peu je dirais presque, si vous voulez un pitch, le Starbucks à la française. C'est-à-dire que les gens viennent, ils s'installent, ils prennent un café, une boisson ou autre chose, et ils restent. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais à Saint-Jean-de-la-Ruelle, et derrière moi, il y avait 2 étudiantes en fin d'année d'infirmière, et l'une dit à l'autre, moi je viens souvent chez Feuillette, parce que c'est mieux que chez moi. Et donc, c'est vraiment devenu un lieu où on passe du temps. Et donc, la simple boulangerie où on s'arrête, on prend sa baguette et on repart, en tout cas, chez nous, ce n'est pas le cas. On ne vient pas uniquement pour acheter une baguette. Je ne pense pas que ça soit notre ADN. Justement, Laurent, comment est-ce qu'on fait pour se diversifier dans ce secteur, pour rester rentable ? Alors, je vous ai amené 2 produits. Le premier qui est là-bas, qui sont les petits oursons, qui ont une histoire, et le deuxième, qui sont les petites tartelettes lues. Se diversifier, il y a plein de sujets. On peut parler de croissance externe, on peut parler de diversification, on peut parler de franchise, on peut parler de plein de choses pour en fait diversifier et minimiser son risque économique par rapport à une société qui est en croissance. Moi, j'aurais m'attarder sur une chose qui nous intéresse, en tout cas directement chez Feuillette, c'est le produit. C'est-à-dire qu'on ne va pas se battre sur des choses où on n'a pas forcément les budgets.
nous, ce que l'on sait faire, en particulier Jean-François Feuillette, qui est un ancien pâtissier de métier, passé par les grandes maisons, il est très, très, très fort sur le produit. Et typiquement, la petite tartelette Luc, qu'on a tous eu avec la petite confiture à l'intérieur, il l'a revisité, format XXL, avec beaucoup plus de confiture ou de chocolat ou de pâte à tartiner. Et ce produit est devenu addictif, est devenu une des premières ventes dans nos boulangeries. Je reprends mes petits oursons qui sont derrière. Auparavant, il avait une tartelette avec un ourson dessus qu'il achetait. Il a monté son propre laboratoire, on le sait, en 2011, il a son propre laboratoire. Et depuis, on fait nos propres pâtisseries et donc nos propres oursons. Donc pour vous répondre, on va se diversifier plutôt sur le produit, sur le concept, sur le service, que sur peut-être autre chose que vous avez en tête, que ce soit de la croissance externe, de la fusion-acquisition. Pas du tout. Nous, on est sur un métier très simple. On revisite les basiques de la boulangerie et de la pâtisserie française, avec la qualité et un prix qu'on essaie le plus accessible possible. Donc on se diversifie sur l'offre produit et le service. Très clair. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Oui, c'est bien parce qu'on voit que dans le discours, on est forcément, même si on est confrères, même si on est sur des formats différents, et nous sommes également sur des stratégies différentes. La volonté de Bernard Blacher, ça a toujours été de dire « je fais des bons produits au bon prix ». Et c'est vrai que lui aussi, c'est un homme produit. Lui aussi, il travaille essentiellement sur la qualité des produits d'abord et, in fine, sur un prix très compétitif. Aujourd'hui, on va globalement avoir 160 millions de passages caisse cette année chez Marie Blacher. Et c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que chacun trouve son bonheur, avec, bien évidemment, à la fin de la journée, les moins 50% qui sont légendaires chez Marie Blacher, qui font que même une maman qui a 3 enfants puisse acheter une tarte et qu'elle la paye 5 €, une tarte qui vaut 10 €. Et on essaye de travailler plutôt sur le nombre, sur la quantité, tout en gardant la qualité, mais en ayant un rapport qualité-prix qui soit de plus en plus compétitif. Parce que je pense que le match, malheureusement, et on voit que le pouvoir d'achat des Français ne va pas forcément en s'améliorant, il va se gagner aussi dans cette partie-là. Alors tout à l'heure, Emmanuel, je crois que vous mentionniez la RSE dans les attentes des clients. Justement, Jean-Marc, comment est-ce qu'on intègre cette RSE dans les boulangeries et quelle place elle peut avoir ? Déjà, la première, on l'intègre tous parce qu'on n'a pas le choix. Donc finalement, ça fait partie des objectifs de l'entreprise. Mais malgré tout, tous nos chefs d'entreprise et tous nos patrons sont globalement responsables et font en sorte qu'on revient à la qualité des produits, que ça soit pour tout ce qui est les normes sur le European Chicken Commitment ou sur toutes les normes sur le porc, ou tout ce qui est les économies sur le gaspillage, par exemple. Nous avons mis en place des formules avec, au-delà du moins 50, bien évidemment, on a été plus loin puisqu'on a fait une opération avec Too Good To Go, avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, on a 0,01% de pertes, enfin de déchets pertes, si vous voulez. Donc on est quasiment proche du zéro. Et c'est toute cette philosophie d'entreprise. On est dans l'inclusivité également du recrutement. Que le RSE, c'est également toute la partie RH. Donc, quand je dis l'inclusivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 13 000 collaborateurs et on est en mesure de proposer à nos collaborateurs un ascenseur social dans lequel on va développer plus que la franchise, puisqu'aujourd'hui, nous allons vers la location-gérance. Donc, aujourd'hui, nous mettons en place, et le choix de la famille Blacher, c'est d'offrir à des collaborateurs des magasins qui existent, d'en prendre le commandement, de créer leur société. Nous les aidons pour cela. On a mis en place une structure, de les franchiser tout en étant locataires gérants. Donc ça permet d'accéder à l'entrepreneuriat tout en n'ayant pas forcément les moyens de niveau d'investissement dont on a besoin pour ouvrir Paul, Feuillette ou même Marie Blacher dans un format franchisé dit classique. Très clair. Alors moi, je vais me permettre de poser une question, parce que c'est un talk. Dans ce format-là, par exemple, moi je suis manager dans un Blacher quelque part en France, salarié, et j'ai envie d'entreprendre. Oui. Est-ce que je peux devenir locataire gérant de mon site, par exemple ? Oui, très bien, vous pouvez. C'est une volonté ? Oui, c'est une volonté. Ça dépend de la qualité du candidat, ça dépend de la taille du site dans lequel il est, s'il a les aptitudes à le gérer, parce qu'on a des sites où on a 20, 22, 25 personnes, donc c'est pas forcément toujours le cas. Mais bon, il y a une progressivité qui existe, et un manager qui va devenir locataire gérant pourra avoir accès à une boulangerie, puis une deuxième, jusqu'à une troisième. Là, vous avez un vivier de 800 candidats. On a un vivier on a beaucoup de candidats. C'est vrai que sur ce plan-là, on n'est pas en mal de candidats, en tout cas pour la location-gérance. Et donc, pour la franchise, c'est un niveau d'investissement qui est forcément différent. Et forcément, la catégorie est un petit peu différente. Ouais. Alors, Emmanuel, je vais peut-être rebondir quand même sur le sujet du RSE. Parce qu'effectivement, il y a l'enjeu effectivement, des contraintes.
Mais par exemple, dans le groupe Paul, ça fait depuis longtemps. Alors l'enseigne est ancienne. Et le sujet du RSE a été préempté depuis longtemps, et même sans les parties obligatoires. Moi, je vais donner juste quelques exemples sur lesquels le groupe a un peu anticipé. Quand il y avait eu un plan Espoir banlieue dans lequel les boulangeries Paul avaient été dans les initiateurs. Si je prends le plan nutrition santé, même chose, Paul a préempté le sujet. Et j'ai envie de dire, même il est allé plus loin, puisque aujourd'hui, l'entreprise a changé de statut depuis cette année. L'entreprise est devenue une entreprise à mission. Donc, on a passé un cap où, par la famille Holder, qui est à la tête du groupe, d'aller beaucoup plus loin sur les enjeux RSE et de manière globale, puisque entreprise à mission, ça prend l'ensemble des sujets. Alors bien évidemment, comme toutes les enseignes, on respecte les obligations et on est prospectif sur le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, on a passé un cap. Et dans la dimension de nos franchisés, c'est aussi le point. Et je pense qu'on a un point commun dans l'aventure des locataires gérants, d'anciens collaborateurs. Moi, je le vois bien dans les locataires gérants, voire même dans des franchisés aujourd'hui, qui ont, par l'ancienneté, finalement, puisque ça fait 25 ans qu'on fait de la franchise, on a eu des collaborateurs qui sont devenus locataires gérants, par le même principe, l'accessibilité, finalement, à l'aventure de la franchise, et qui, aujourd'hui, ont leur propre magasin. Donc, c'est quand même des belles aventures qu'un réseau peut prendre. C'est vrai que c'est un très beau marchepied. Je pense que c'est une belle aventure qu'on peut proposer dans nos réseaux tels qu'ils sont construits. On appelle ça un ascenseur social. Ça a très bien fonctionné dans la coiffure, en particulier chez Provalliance, où ça a permis à de nombreux coiffeurs de devenir patrons de salon. Vous me posez la question pour la RSE, je suis un peu plus gêné pour répondre, non pas que nous n'en fassions pas, mais j'ai coutume de dire que nous sommes une start-up non digitale. C'est-à-dire qu'on a démarré en 2009 avec une croissance très forte. Et ma foi, c'est les journées ne font que 24 heures et beaucoup de sujets sont sur la table. Mais il y en a un qui nous a rattrapés, c'est que pour s'inscrire, si vous voulez, dans tout ce qui va être les gares, les aéroports et autres, vous devez passer par une sorte de sélection. Et si vous n'êtes pas RSE, vous ne passez pas. Donc, ça fait maintenant peut-être 3 ans qu'on réfléchit activement et qu'on a même arrêté de réfléchir et qu'on a mis en avant, que ce soit à notre laboratoire, un certain nombre de matériel pour respecter certaines normes, dans les succursales, dans les franchises. Donc, on est en plein dedans, mais je serais moins à l'aise pour être aussi précis que mes confrères. Alors Emmanuel, peut-être pour Paul ou pour de manière générale le secteur de la boulangerie, quels sont selon vous les principaux obstacles à la croissance ? Alors je ne sais pas s'il y a des obstacles à la croissance, quel que soit le secteur d'activité. Je pense qu'il y a le principe d'être réactif. Enfin, la boulangerie, ça reste quand même un métier de base dans lequel le français s'y retrouve. Donc on a élargi et on le voit bien dans l'offre que les différents réseaux proposent aujourd'hui. On est de plus en plus sur tous les créneaux, que ce soit de la restauration et à tout temps. Aujourd'hui, je prendrai que 2 exemples. Au moins un exemple qui peut être frappant, c'est le soir, quand on vient dans les boulangeries, de plus en plus, on trouve une offre au-delà du pain, au-delà de la pâtisserie. Et on trouve une offre traiteur, finalement. Donc, la capacité d'adaptation dans l'offre, du fait d'avoir des réseaux aussi conséquents que les nôtres, où finalement, qu'on soit dans le sud de la France ou dans le nord ou à Paris, la vision du consommateur, on l'a de plus en plus large. On a un certain nombre de données tous pour bien et mieux le comprendre. Donc je pense qu'on est capable de s'adapter dans ces demandes. Alors, si je puis me permettre, un des obstacles majeurs, je pense aussi au développement de la boulangerie, c'est qu'à un moment donné, c'est la boulangerie elle-même. C'est les opérateurs eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est un petit peu plus âgés que vous. Nous, on a connu la grande période où tout le monde voulait faire de la restauration, et de la restauration rapide. Maintenant, tout le monde veut faire de la boulangerie. Donc tout le monde arrive dans la boulangerie. Tout le monde vient sur ce secteur parce qu'on dit qu'effectivement, c'est de la restauration boulangère. C'est un métier, avant tout, c'est un métier difficile, un métier qu'il faut travailler au quotidien, de centimier. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'appelés, mais qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'élus. Donc, pour citer Bernard Blacher. Alors, moi, j'ai rajouté l'obstacle, en tout cas, au sein des boulangeries Feuillettes. Si c'est un obstacle, en fait, pour la croissance de la franchise, si c'était votre question. Moi, c'est l'immobilier, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que nous avons des emplacements qu'on essaye les meilleurs possibles sur le marché. On n'est pas seul à les chercher. Il y a des grands acteurs, des pure players anglo-saxons qui cherchent les mêmes. Et donc, on se limite à une croissance qui est, somme toute, raisonnable. On est à entre 15 et 20 par an. On aimerait faire plus. Ce ne sont pas les candidats qui font défaut. Mais l'immobilier de qualité, un taux d'effort qui soit raisonnable, c'est compliqué. Voilà. Oui. Alors, vous avez un peu devancé ma question, mais justement, pourquoi entreprendre dans ce secteur de la boulangerie plutôt qu'un autre ?
Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'il y a des franchiseurs qui sont bons et qui font bien leur métier et qui ont de très bons prêcheurs. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à convaincre. C'est vrai qu'on voit dans les différents salons, on voit que c'est assez dynamique et qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui se présentent et qui viennent au renseignement. Après, il y a des engagements financiers qui sont aujourd'hui, à minima, c'est 1 million d'euros. Aujourd'hui, quand on veut monter une franchise, une boulangerie, c'est 1 million d'euros. Et pourquoi tout le monde vient là? Parce que tout le monde lit et entend et revisite que ce métier, il est assez facile finalement. On ouvre un magasin, on fait 200, 300 mètres carrés, on met un peu de pain, on met un peu de traiteur, on met un peu de pâtisserie, on achète par-ci par-là et on vend. Mais c'est pas aussi simple que cela. Et l'équation, elle est un peu plus complexe. Même question, est-ce que vous avez un retour à faire sur pourquoi entreprendre en boulangerie? Pourquoi entreprendre? Je pense que quand je reçois un candidat, je lui pose la question, est-ce qu'il a vu d'autres enseignes? Très souvent, il est monochoix. C'est-à-dire qu'il n'a vu que Feuillette. Ce n'est pas pour autant qu'il ne connaît pas les autres. Mais il ne s'intéressait que à Feuillette. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du concept, du produit, de plein de choses. C'est un concept atypique, nouveau, avec on va dire, un porteur de projet qu'est Jean-François Feuillette, qui est un petit peu charismatique, un peu rock'n'roll, qui passe bien à l'image. Donc tout ça fait qu'on est, entre guillemets, assez plaisant et dans l'air du temps. L'air de rien, le modèle économique, je vous l'ai dit, 3 millions d'euros. On a un EBE qui est tout à fait généreux. Donc le retour sur investissement est très intéressant. Donc on a une très belle franchise. Là, un de nos franchisés a vendu c'est la première fois, un de ses points de vente. Quand vous vendez, vous avez ensuite un outil de capitalisation qui est assez important. Mais pourquoi je vous dis ça? Quand mes copains me demandent, mais Laurent, toi qui connais un peu la franchise, quelle est la meilleure franchise? Moi, je réponds sans hésiter, aujourd'hui, c'est Feuillette. On est fiers d'avoir un Feuillette, le modèle économique, le concept, tout me fait dire que c'est Feuillette. Moi, je serais incapable d'avoir un Feuillette. Il l'a dit tout à l'heure, c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut gérer 40 personnes. Il faut gérer entre 5 et 8 boulangers qui sont là à 3 heures du matin. Le 24 décembre, vous êtes, je dirais, au four et au moulin. C'est un métier extrêmement éprouvant, où de plus, le management se fait sur la crédibilité et l'exemplarité. Il faut être dedans et il faut être crédible. Tout ça est très, très compliqué. Moi, je sais gérer des consultants, des chefs de projet, enfin, du tertiaire. Gérer une population d'employés, c'est pas du tout donné à tout le monde. C'est pour ça que nous ne prenons que des exploitants. On ne prend pas d'investisseurs. On prend que des gens qui sont issus du commerce. Parce que moi, j'en serais pas capable, par exemple, si ça peut vous répondre. Très bien, alors on arrive à la fin de cette émission. J'aurais une dernière question pour tous les trois. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur de la boulangerie dans les prochaines années? Écoutez, pour moi, très positif. Ouais. Et en reprenant un peu le point tout à l'heure, pourquoi la franchise en boulangerie, c'est un métier qui est résilient, c'est un métier qui est très ancien. Paul peut en témoigner par son ancienneté. Aujourd'hui, nous, on voit de très belles aventures de franchisés depuis 25 ans. Aujourd'hui, un franchisé, quand il vient chez nous, il voit une entreprise, une enseigne qui, dans le temps, a évolué, a su offrir une offre bien différente et s'adapter à plusieurs endroits. Et ça, le point de l'assurance pour un franchisé, c'est fondamental de se dire, voilà, je rejoins une enseigne forte, reconnue. Effectivement, le nom, l'enseigne porte dans le candidat, mais de se dire qu'on passe dans le temps, que c'est résilient et que quand on met de l'argent de manière assez substantielle, finalement, dans nos modèles, c'est important pour un investisseur, même s'il est opérateur. Et je pense que la boulangerie, telle qu'elle est en France, c'est un modèle où tout Français, l'image de la baguette, je pense qu'on l'a tous, passera dans le temps. Il y a une condition, c'est que les enseignes, avec nos opérateurs, on puisse s'adapter au maximum à nos consommateurs. Je pense que l'avenir de la boulangerie est plutôt devant lui aujourd'hui parce qu'il s'est restructuré. On peut dire aussi que Bernard Blacher a insufflé aujourd'hui à la France un nouveau mode de consommation, une nouvelle façon de faire de la boulangerie. Il fallait oser le faire, il l'a fait. Il dit souvent « je l'ai fait en m'amusant ». Donc, il prend beaucoup de plaisir à le faire tous les jours. Mais ça a donné des idées à beaucoup. Et je pense que ça en donnera encore. C'est un marché, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, effectivement, qui est résilient. C'est un vieux métier qui n'est pas délocalisable, qui n'est pas digitalisable. On parle souvent de l'IA maintenant dans la boulangerie. Je pense qu'on a plus de l'intelligence artisanale que de l'intelligence artificielle. Mais on a quand même de beaux jours devant nous. Moi, je compléterais simplement en disant que je pense que les tableaux de cuisson avec des baguettes un peu blanches faites à base de mix de farine ne sont pas toujours super... bref.
qui ne sont pas d'une belle qualité, eux, ils ont des soucis à se faire. Parce que je pense que le consommateur est informé, averti, et qu'il a du goût. Et qu'il ira davantage, effectivement, vers des boulangers de nom avec un produit de qualité. Donc je ne suis pas trop inquiet pour tout ce qui a été dit sur l'avenir de la boulangerie. Mais je reviens sur le fait que la boulangerie seule, ça sera compliqué. C'est une boulangerie qui va être alliée au snacking et à la pâtisserie. C'est là où je pense sera l'avenir. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cet échange. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est donc la fin de cette émission et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode secteur. À bientôt. Le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.